Nous avons tous des limites, des valeurs et des jugements qui sont différents suivant notre éducation, notre personnalité et nos expériences. Mais l'homme dont je vais vous parler aujourd'hui a une particularité, il met tout le monde d'accord. Tous ceux qui connaissent son histoire le considèrent comme un monstre. Il est appelé le Greyman, le loup de Wisteria ou encore le vampire de Brooklyn. Je préviens les plus sensibles d'entre vous, le récit d'aujourd'hui est une des histoires les plus choquantes que vous ayez entendues. Âme sensible, s'abstenir. L'affaire Bud. Edward Bud est un jeune garçon de 18 ans. Il vit avec ses 4 frères et sœurs et ses parents dans un petit appartement. Il aimerait donc trouver un peu de liberté, mais aussi aider sa famille qui n'est pas très riche. On va dire qu'ils sont plutôt pauvres. Puis, quitte à changer de vie, il voudrait carrément partir à la campagne. Donc le 25 mai 1928, il fait donc publier une annonce dans le New York World proposant ses services comme garçon de ferme. 3 jours plus tard, Delia, sa mère, reçoit la visite d'un vieux monsieur. Il dit s'appeler Frank Howard et être fermier à Farmingdale. Il cherche justement de l'aide et a vu l'annonce d'Edward. Il raconte qu'il a une propriété où il travaille avec ses 4 enfants, 5 ouvriers agricoles et un cuisinier suédois. Et un de ses ouvriers a décidé de partir et il cherche donc quelqu'un pour le remplacer. Et ça tombe pas à pic pour Edward. Edward, qui était chez un ami, arrive enfin et rencontre le vieil homme. Frank lui propose un salaire de 15 $ par semaine, ce qui est bien plus qu'un salaire moyen pour ce poste. Et il accepte même d'embaucher son meilleur ami, Willie. Mais souvenez-vous bien que si une chose est trop belle pour être vraie, c'est simplement qu'elle est fausse. Tu trouves le job que tu souhaites en 3 jours avec un salaire génial et ton nouveau boss accepte même d'embaucher ton meilleur ami. Ça n'arrive que dans les films. Dans la réalité, ça sent un peu l'arnaque à des kilomètres. Mais je tiens à préciser que nous sommes dans les années 20, dans une famille peu éduquée, donc malheureusement, rien de bien étonnant. Et si finalement cette arnaque n'est pas grave, ce qui va suivre le sera. Puis Frank, qui était chez les Buds, dit avoir un rendez-vous, mais promet de revenir le samedi pour emmener les 2 jeunes hommes. Cependant, il a un contretemps, envoie un télégramme à la famille Bud pour les prévenir et reporter son arrivée à dimanche. Et c'est finalement le dimanche matin que Frank retourne à leur appartement. Il vient avec un pot de crème fraîche et des fraises en leur disant que ce sont des produits qui viennent de sa ferme. Delia réussit à convaincre le vieil homme de rester déjeuner et le père d'Edward peut enfin le rencontrer. Pendant le repas, la sœur d'Edward, Grace Bud, revient de l'église. C'est une petite fille de 10 ans, ravissante, qui attire tout de suite l'attention de Frank. Après le repas et une longue discussion sur sa ferme idyllique, le père se dit qu'il a l'air sincère et que son fils a de la chance. Frank donne de l'argent à Edward et Willie pour aller au cinéma et dit qu'il revient ce soir pour les emmener à la ferme parce que juste avant de partir pour sa ferme, il doit se rendre à l'anniversaire de sa petite nièce de 10 ans chez sa sœur dans les beaux quartiers. Il propose même à Grace de l'y accompagner si elle le souhaite. Ses parents hésitent, mais cet homme a de l'argent, c'est un homme âgé et surtout, il va donner un très bon travail à leur fils. Ils n'ont pas envie de laisser passer ça ou de le vexer même. Donc après avoir donné de nombreuses précisions sur l'endroit où ils vont, les parents finissent par accepter. Sa mère aide même Grace à enfiler son plus beau manteau et vous vous en doutez, c'est la dernière fois qu'elle verra sa fille. Je tiens encore une fois à préciser que c'est une autre époque et une autre société. Alors déjà aujourd'hui, on n'invite pas un inconnu à manger ou on ne le croit pas sur parole et jamais on ne lui confie son enfant. Mais de leur époque, on ne parle que peu d'enlèvements et s'il y a, c'est pour avoir une rançon. Donc on n'enlève pas d'enfants de familles pauvres comme la leur. Les Buds attendent le lendemain matin pour aller voir la police, pensant que la petite a dormi chez la sœur de ce monsieur. Mais quand Edward arrive au poste et donne l'adresse de sa sœur, le policier lui répond que celle-ci n'existe pas. Rapidement, ils se rendent compte qu'il n'y a pas plus de Frank Howard que de ferme et rien pour le retrouver. S'ils avaient su qui était Frank Howard, le couple Bud aurait pu épargner un destin tragique à leur enfant. Le début de l'enquête. Driben. Tout d'abord, c'est le détective Driben en charge de l'affaire. Celui-ci s'intéresse à un télégramme que notre inconnu a envoyé au Bud, mais finalement, cette piste n'a rien donné. Vous savez, le fameux télégramme pour dire que du samedi, il ne pouvait pas venir. Il va donc se concentrer sur la crème et les fraises. La police fait donc le tour des magasins et des vendeurs ambulants et finit par trouver où il les a achetés. Le vendeur ambulant va le décrire comme un vieil homme moustachu, mais à part ça, il n'a rien pu leur dire d'utile. La police va alors se dire qu'il doit sûrement vivre dans le quartier. Ils écument alors les hôtels, les chambres louées, les restaurants, les kiosques
à journaux, mais à nouveau, cette piste ne les mène nulle part. Et finalement, on sort le grand jeu. La police envoie la photo de la petite et la description de l'inconnue à tous les commissariats des États-Unis et du Canada. Puis des milliers d'affiches sont placardées dans le métro, les ferries, les banques, les postes et même les épiceries. Tous les journaux font apparaître la photo de Grace en première page. Et à cette époque, pas une personne aux États-Unis n'ignore le visage de cet enfant. Le pays cède à la panique. Des milliers de signalements, des milliers d'appels, de lettres de fous arrivent dans les postes de police. C'est le chaos total. Et finalement, les policiers n'ont pas assez d'effectifs pour tout traiter. Même ce plan sans précédent ne donnera aucune piste solide. Et malheureusement, le public a la mémoire courte. Pendant l'été 1928, Amelia Earhart est la première femme à traverser l'Atlantique en avion. Roald Amundsen découvre le pôle Sud. Les Jeux Olympiques ont lieu à Amsterdam et la disparition de Grace n'intéresse déjà plus personne. Malgré les efforts de Drieben, c'est maintenant un détective lieutenant du bureau des personnes disparues qui se nomme William King qui reprendra l'enquête. William King. C'est un homme obstiné qui a la réputation de ne jamais abandonner. Et à l'époque, il est très respecté dans les forces de police. C'est un vétéran de la Première Guerre mondiale. Et King continue à creuser chaque détail, chaque piste afin de retrouver la petite Grace. Un surveillant de prison lui envoie une information. Un ancien détenu qu'il connaît correspond à la description physique et c'est un arnaqueur qui a plusieurs fois menti sur son travail. Il envoie une photo à William King qu'il a fait identifier par Delia Budd. La mère de famille en est certaine. C'est lui. Le détective King le pourchasse alors pendant 1 an et demi et finit par l'attraper et le ramener à New York pour le faire identifier par Madame Budd. Et elle le reconnaît. Elle en est persuadée, c'est lui le kidnappeur. Mais malheureusement, cet homme a un alibi solide. Le jour où Grace a été enlevée, il était de l'autre côté des États-Unis. Ça ne peut pas être lui. Et c'est quelque chose qui va devenir très problématique avec Madame Budd. Quelle que soit la photo qu'on lui montre, elle l'identifie comme étant le kidnappeur de sa fille. Au point même où elle va identifier la photo d'un policier comme étant le kidnappeur. Alors bien sûr, un policier peut devenir kidnappeur, mais vous comprenez. Après, on peut la comprendre, hein. Elle est morte de chagrin, elle est morte d'inquiétude, et elle doit s'en vouloir d'avoir laissé partir sa fille. Mais malheureusement, elle complique le travail des enquêteurs qui n'ont plus de témoins fiables pour identifier l'homme, même s'ils arrivent à l'attraper. Alors, petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Un second suspect. Une femme se présente aux enquêteurs. Elle se nomme Jessie Pop et dit que son ex-mari a enlevé Grace Budd. Elle est séparée d'Edward Pop et vit chez sa sœur. Un jour, celui-ci vient la voir et lui demande de s'occuper d'une petite fille brune le temps qu'il règle quelques affaires. Mais elle refuse et ne l'a jamais revue. Et ce sont les articles qui lui ont fait penser à cet incident. Alors bien sûr, Delia Budd l'identifie sur photo comme étant Frank Howard, sauf qu'au procès qui se déroule en 1930, tout s'effondre. On apprend que la femme de Pop l'a fait interner pour obtenir l'argent dont il avait hérité et que la fille qu'elle avait vue n'était sûrement pas Grace. Il ressort donc libre du procès. 6 ans plus tard. Ça fait 6 ans que Grace a disparu, mais William King n'a rien lâché. Il demande même à des journalistes de publier de fausses rumeurs pour que le public ne l'oublie pas. Et dans le Daily Mirror, il demande à ce qu'on publie un article qui dit que l'affaire est sur le point d'être résolue. Et 10 jours plus tard, la famille Budd reçoit une lettre envoyée par l'homme toujours inconnu, Frank Howard. Alors je vous passe les détails, mais il y explique que le jour où il est allé déjeuner chez les Budd et que Grace s'est assise sur ses genoux, il a décidé de la manger. Alors non, c'est pas comme je vais manger tes petites joues toutes, hein. Il a vraiment décidé de la manger. Il l'a amenée dans une maison vide. Elle est restée dehors cueillir des fleurs pendant qu'il s'est déshabillé dans une chambre. Il s'est caché dans un placard et a appelé la fillette. Et lorsqu'elle l'a vue, elle a pleuré et a tenté de s'enfuir. Il a d'abord déshabillé, étranglé à mort, puis découpé en petits morceaux pour ramener la viande chez lui. Il raconte des détails ignobles, comment il a cuisiné certaines parties du corps et qu'il lui a fallu 9 jours pour tout manger. Il finit en précisant qu'il ne l'avait pas violée et qu'elle était morte vierge. Cette lettre est envoyée à la mère Budd, mais elle ne sait pas lire et c'est son fils qui lui lit. Le détective King est sûr que c'est Frank Howard. Il y a trop de détails dans cette lettre qui n'ont pas été divulgués, comme le fait que l'inconnu a ramené des fraises ou de la crème fraîche. Alors il étudie la lettre et trouve des initiales à peine visibles. Serait-ce le détail qui permettra de l'attraper ? C'est du papier à lettres de société, celui de la New York Private Chauffeur Benevolent Association.
En remontant la piste, il arrive à une pension où la propriétaire lui dit qu'elle a loué un appartement à un certain Albert Fish qui correspond à la description de l'enquêteur. Mais il est parti depuis 2 jours et toutefois, son fils lui envoie régulièrement de l'argent et il doit recevoir d'ailleurs une lettre, donc il va sûrement repasser. Au bout de 3 jours, la propriétaire appelle le détective. Fish est là. Et lorsque King veut l'arrêter, Albert sort un rasoir de sa poche pour le menacer. Mais le policier lui tord le bras sans aucun effort. Fish est arrêté. Au début, Fish dit qu'il a envoyé la lettre, mais qu'il n'a pas enlevé Grace. Mais quand le policier lui dit qu'il va faire venir tous les témoins de l'affaire, il dit que ce n'est pas la peine de les déranger et avoue tout. Mais qui est donc Albert Fish ? Albert Fish, de son vrai nom Hamilton Fish, né le 19 mai 1970 à Washington, est le plus jeune d'une famille de 4 enfants. Il vit dans une famille sans histoire. Son père est producteur d'engrais et sa mère femme au foyer. Sauf que ses parents ont 43 ans d'écart. Et lorsque son père meurt à 73 ans, sa mère, 30 ans, doit gérer et nourrir seule 4 enfants. Elle confie donc Hamilton 5 ans à l'orphelinat catholique St. John's. Orphelinat où les punitions sont courantes et les enfants sont battus et fouettés. C'est là qu'il découvre pour la première fois qu'il aime ressentir des douleurs physiques au point qu'il fera exprès de faire des bêtises pour être puni. Mais aussi, il aime beaucoup voir ses camarades se faire battre et fouetter eux aussi. Il restera dans cet orphelinat près de 4 ans jusqu'à ce que sa mère trouve un emploi de fonctionnaire et le reprenne avec elle. Hamilton retrouve donc alors ses 2 frères et sa sœur. Mais l'exposition à la violence pour Albert ne s'arrête pas là. Il se fait harceler à l'école où on le surnomme Ham and Egg. Hamilton demande donc à se faire appeler Albert Fish. Et à côté de ça, son frère Walter, pour s'amuser et voir la réaction de son petit frère, lui montre des images érotiques et même pornographique. Mais il va aussi lui raconter des histoires d'autochtones pratiquant le cannibalisme, des histoires de disparition, de meurtres et de tueurs en série. Et Albert raffole tellement de ces histoires qu'il réclame à son frère de lui répéter plusieurs fois avant de dormir. En 1882, Albert a donc 12 ans et à force de traîner dans les rues, il fait la connaissance d'un garçon plus âgé qui deviendra son amant. Ce garçon lui fait découvrir les pratiques sexuelles extrêmes. Albert découvre les maisons closes, mais aussi d'autres pratiques sexuelles comme la coprophagie ou l'ondinisme. Alors, je suis désolée pour ceux qui sont à table, mais je rappelle que la coprophagie, c'est manger ses excréments et boire de l'urine. Et l'ondinisme, c'est un peu comme qui dirait les golden showers. Donc déjà à 12 ans, Albert démarre fort. Il commence déjà à collectionner pas mal de perversions et je ne parle même pas de l'automutilation ou de l'autoflagellation que l'on pourrait ajouter dans le lot. À partir de ses 17 ans, il sera un adepte des clubs sadomasochistes, de maisons closes pour y trouver le plaisir de se faire battre et de battre, et son passe-temps tous les week-ends sera de se rendre au bain public pour regarder d'autres garçons se déshabiller. Mais il va aussi dans des centres pour jeunes tuberculeux, des églises, des YMCA. Ce sont des sortes de maisons de la jeunesse version américaine pour chrétiens et tout ça dans le cadre de son travail de peintre. Mais cela lui convient parfaitement aussi pour repérer ses prochaines victimes. Prochaines victimes, mais victimes de quoi exactement? Alors Albert, il se rend compte que finalement, ce qui lui plaît tout autant que de se faire battre, c'est de torturer. Alors ok, quand c'est consenti, sauf que là Albert, il veut infliger ça à de jeunes enfants, en l'occurrence, à leur faire subir de la violence et les violer. Mais dans ce cas, comment faisait-il pour vivre en faisant toutes ces activités parallèles? Comme je le disais, il est peintre. Et son travail de peintre lui permet de beaucoup bouger. Mais c'est surtout ses autres activités, finalement, qui l'y forcent. Puis c'est facile, s'il a un problème à un endroit dû à son activité parallèle, dirons-nous, il laisse ses outils, déguerpit aussitôt, et va dans un autre état ou dans une autre ville pour racheter ses outils et reprendre son travail de peintre. Et comme je le disais, Albert fait du repérage. Et Albert, il n'est pas bête. Pour ne pas se faire attraper, il se concentre sur des enfants ayant un handicap, des enfants afro-américains ou des enfants de familles pauvres. Car à l'époque, leur témoignage ne compte pas réellement, puis leur disparition fait moins de bruit et la police de l'époque s'en moque un petit peu. Puis dans les années 1890, il y a très peu de communication entre les forces de police des différents États, ce qui fait qu'à chaque problème, Albert s'enfuit dans un autre État, reprend son travail de peintre. Et il vivra en tout dans 23 États différents, ce qui lui permettra de violer des enfants pendant pas loin de 50 ans sans être arrêté. Une fois, il attache un garçon dans une cabane perdue le long de la rivière Potomac et le torture pendant plusieurs semaines avant de finalement décider de le laisser partir avant de fuir. Une autre fois, Fish fouette
un jeune garçon pendant plusieurs heures et décide encore une fois de le laisser partir, mais ses parties génitales saigneront tellement qu'Albert craint qu'il ne décède. Il décide donc qu'il est plus prudent de quitter la ville. Je vous avais prévenu que son histoire allait être éprouvante à écouter, et là, il commence tout juste à s'échauffer. Arrivé à New York et mariage. Albert a maintenant 20 ans. Il s'installe à New York où il va se prostituer pendant un temps pour vivre. En 1898, quelques années plus tard, Albert est forcé par sa mère d'épouser une femme, Anna-Marie, de 19 ans. En soi, Albert a 28 ans, pas marié, et cela fait tâche à l'époque. Et par chance, Anna trouve Albert plutôt charmant. Et Albert, avant de dire oui au mariage, va s'assurer que sa future épouse accepte son goût prononcé pour le masochisme. Et le couple verra le jour et aura même 6 enfants. L'année de son mariage, Fish va avec un de ses amants dans un musée type musée du Fritrin. C'est un musée de médecine où l'on peut trouver tout un tas d'organes dans des bocaux. Fish y verra des reproductions d'appareils génitaux disséqués. Et cette vision va l'obséder. Il voudra faire subir la castration à ses prochaines victimes. Donc retenez bien, on va y arriver. En 1903, sa mère décède et Albert a un premier déboire avec la justice pour lequel il ira en prison. Mais c'est aussi à cette période qu'Albert se calme. Il est beaucoup plus en danger à New York pour son passe-temps favori qu'il n'est en campagne. Il ne peut plus s'échapper comme il le souhaite et il ne peut pas emmener ses jeunes victimes dans des cabanes abandonnées en plein milieu de la forêt. Mais c'est en 1911 qu'il repère Thomas Beden, un jeune sans-abri handicapé mental de 19 ans. Une proie idéale pour lui. Le fait qu'il ne puisse pas emmener le jeune Beden en plein milieu de la forêt dans des cabanes abandonnées fait que Fish va louer une chambre pendant 3 semaines. Il va donc ramener Thomas Beden et va s'adonner à toutes les activités masochistes que l'on peut imaginer, en passant bien sûr par la coprophagie. Il ira jusqu'à taillader les fesses du jeune homme pour boire son sang, demander au jeune homme de le fouetter, mais il ira jusqu'à l'attacher et commencer à trancher son appareil génital avec une paire de ciseaux. Mais le jeune Beden est dans un tel état de douleur que cela va faire renoncer Fish qui posera sa paire de ciseaux et lui laissera un billet de $10 pour quitter la ville. Pour que Fish s'arrête alors que c'est un énorme sadique, c'est que la situation était vraiment gore. Les joies du mariage. Les excuses qu'Albert donne à Anna pour avoir du temps pour faire ses activités parallèles pèse sur son mariage. Tellement qu'en janvier 1917, alors que leur plus jeune fils n'a que 3 ans, la femme d'Albert part avec son amant et laisse les enfants derrière eux, avec juste pour consigne d'appeler leur père qui est sur un chantier dans un autre état. Ah oui, dans cette histoire, rien ne va. 3 mois plus tard, Anna revient en disant que son amant là-bas et Albert, contre toute attente, accepte qu'elle reprenne sa place. Mais ça ne durera que quelques jours car en fait Anna avait caché son amant dans le grenier de la maison familiale et il va donc les mettre à la porte pour de bon. Et c'est à ce moment-là que les délires de Fish deviennent de plus en plus incontrôlables. Il est seul, n'a plus sa mère, il se sent abandonné et il a 6 enfants à nourrir. Son état mental va vraiment aller de pire en pire. Il commence à avoir des visions du Christ et entendre des voix. En même temps, on n'est plus à ça près. Et il faut savoir qu'Albert, c'est un homme très religieux. Enfant, il voulait même être prêtre. Bon, il a une vision de la Bible totalement déformée et pervertie, réécrite à sa sauce, mais pour lui, la foi est primordiale. Il est maintenant guidé par le Seigneur, et c'est le Seigneur qui lui ordonne de punir, de castrer et de tuer de jeunes garçons pour expier ses propres fautes. Pour continuer sur sa lancée, alors qu'en 1922, il emmène ses enfants dans la ville de Greenbrug, où il a été embauché, on le verra gravir une colline puis arriver au sommet en levant les poings vers le ciel et criant « Je suis le Christ ». Alors, plus aucun doute, rien ne va chez lui, mais bon, à l'époque apparemment, ça passe. Il déménage avec certains de ses enfants, mais il est de moins en moins discret. Ses fils le surprennent en train de s'enfoncer des aiguilles dans le corps. Des fois, tellement profondément qu'il n'arrive plus à les retirer. On le surprend aussi à se frapper avec une baguette qu'il a percée de clous. Et quand un de ses fils l'interroge, il lui répond « Quand je ne peux pas m'enfoncer ces aiguilles, j'aime torturer d'autres gens avec. » Alors franchement, quand ton père que tu vois se mutiler commence à te dire ça, je peux comprendre que la plupart de ses enfants ont vite trouvé un travail pour déménager le plus vite possible du domicile familial. Mais peut-être aussi qu'un petit coup de téléphone à la police aurait pu être une bonne idée. Mais bon, visiblement Albert ne fait rien à ses propres enfants et du coup, eux,
ne font rien non plus. Pourtant, c'est à cette époque que les premiers crimes connus d'Albert Fish ont lieu, à l'âge de 54 ans. Le monstre et ses crimes connus. Francis McDonnell. En juillet 1924, une petite fille âgée de 8 ans, Béatrice Kell, joue devant la maison de ses parents à Charleston Wood. Sa mère l'observe depuis son porche et d'un coup, elle voit un vieil homme maigre et grisonnant serrer, desserrer les poings tout en marmonnant quelque chose à sa fille. Sa mère ira de suite récupérer sa fille avant que l'homme ne parte avec elle dans les bois. Elle dira qu'il avait l'air dérangé, tellement que le soir même, ce même homme a le culot de dormir dans la grange de la famille où il sera chassé par le père de famille. Quelques jours plus tard, en fin d'après-midi, ce même homme est aperçu alors qu'il regarde Francis jouer au football avec ses amis dans la rue. L'homme l'emmène à l'écart dans un endroit boisé et ils sont remarqués par un voisin qui, sur le moment, n'y prête pas vraiment attention. C'est seulement à l'heure du dîner qu'on remarque sa disparition. Son père est policier, il va donc rapidement organiser des recherches. Cependant, on retrouve le jour même le corps de l'enfant caché sous des branches. Ses vêtements ont été arrachés, il a été violemment battu et on l'a étranglé avec ses bretelles. Son corps est dans un tel état qu'on pense alors que l'homme tout frêle, fin et vieux aperçu n'aurait pas eu assez de force et on soupçonne qu'il est un complice. 250 policiers seront assignés à cette affaire, de nombreux suspects ont été arrêtés, mais aucun qui soit l'homme que la mère de Francis avait vu juste avant que celui-ci kidnappe son fils. Malgré le dispositif imposant, l'homme ne sera jamais retrouvé. Billy Gaffney. Février 1927, nous sommes à Brooklyn et Billy Gaffney, 4 ans, et Billy Beaton, 3 ans, jouent devant leur immeuble dans l'allée. Un autre habitant de l'immeuble qui a 12 ans les rejoint, mais sa petite sœur se met à pleurer, donc il remonte pour s'en occuper. Et lorsqu'il revient, ils ont tous les deux disparu. L'ado décide de prévenir le père du plus jeune, Beaton, qui, affolé, va le chercher partout et le retrouver finalement sur le toit de l'immeuble, seul. Quand son père lui demandera où est passé l'autre enfant, le petit Billy Gaffney, Billy Beaton répondra « Le croque-mitaine l'a emmené ». Les policiers qui cherchent le jeune garçon ignorent totalement le trop jeune témoin. Ils se sont dit qu'il s'était sûrement perdu dans les bâtiments industriels non loin, ou pire, qu'il s'était noyé dans le canal. On drague d'ailleurs le canal, mais sans succès. Finalement, l'enfant a été écouté et on a recherché le vieillard grisonnant, frêle, qu'il décrivait. La police alla jusqu'à demander de l'aide à des médiums, mais finalement, aucun résultat. Et le ravisseur, aussi sadique qu'il est, va se faire un malin plaisir à envoyer plusieurs lettres à la mère de Billy Gaffney quand il l'écoute en larmes à la radio. Billy Gaffney sera tué et mangé par Albert, ce qui a mis fin à son arrestation et son passé criminel. Depuis 1903, à côté de ses passions de sadomasochiste dans des clubs, des maisons closes et autres activités, il va avoir de nombreux déboires avec la justice. Il finira même par se retrouver en prison pour détournement de fonds. Mais il aura d'autres déboires tout au long de sa vie, pour des tentatives d'escroquerie, tentatives de vol, d'arnaque, de chèques en bois, mais aussi et surtout d'envoi de lettres obscènes. En 1930, Albert envoie une lettre ignoble à une femme qui a mis une annonce pour travailler comme femme de ménage. Et alors qu'il passe au tribunal pour ça, la lettre est si immonde que le juge refuse de rendre le contenu public. Cela lui vaut un séjour en asile psychiatrique. Mais les psychiatres diront que c'est un vieux monsieur, poli, gentil et tout à fait inoffensif. Alors là, on est clair, j'espère que son psychiatre a été licencié le premier jour du procès. Même si la psychiatrie n'est pas une science exacte, pour se tromper à ce point-là, il faut quand même le faire. Mais ce qu'il faut savoir d'Albert Fish, c'est que ce n'est pas la seule lettre du genre qu'il a écrit. Il trouve un malin plaisir à tourmenter les autres, et pas que physiquement, comme on a pu le voir, mais aussi mentalement, avec ses lettres ignobles. Il envoie ses lettres à un grand nombre de personnes, et même à sa propre famille. Il enverra même une lettre à la mère de Billy Gaffney, comme je vous l'ai raconté, mais aussi à celle de Grace Budd, cette fameuse lettre qui permettra à l'inspecteur King de mettre fin à sa cavale. L'arrestation, puis le procès. Après son arrestation, Albert Fish va avouer son crime et il dira même que son but était d'avoir le fils Edward Budd, mais que ses plans ont changé quand il a vu qu'Edward était plutôt un adolescent costaud. Et il a changé ses plans pour se rabattre sur sa sœur, Grace Budd. La presse va s'emparer de l'histoire, mettant en première page la photo d'Albert Fish, et suite à ça, plusieurs personnes vont se manifester. Madame Hélène
Carlson qui a hébergé Fish en 1927 quelque temps, puis quand elle l'a mis dehors car il était trop proche de l'un de ses fils, mais aussi à cause de lettres obscènes, Fish se venge en étalant des excréments partout sur les murs de l'appartement. Madame Lafurde expliquera que Fish a tenté d'attirer sa fille avec des bonbons 2 mois avant son arrestation. Mais on retient surtout le témoignage de Benjamin Eisman, 16 ans au moment des faits, en juillet 1924. Il dit avoir été accosté par Albert qui lui propose de venir l'aider sur un chantier pour se faire de l'argent. Il dit alors à Eisman de l'attendre près d'une cabane de chantier et c'est là qu'un collègue d'Albert dira à Eisman de déguerpir le plus vite possible, que beaucoup de gamins n'ont plus été revus après avoir été en contact avec Albert. Mais le problème avec cette affaire, c'est qu'il est impossible de savoir réellement combien de victimes a fait Albert. Et c'est compliqué d'avoir un chiffre exact déjà, car il est menteur pathologique. Juste avec une petite enquête sur sa dernière année de liberté avant son arrestation, on a pu chiffrer le nombre de victimes à 15. Alors imagine le long de toute sa vie, sachant qu'il a 65 ans l'année de son arrestation, combien de victimes a-t-il pu faire ? C'est vraiment impensable. Le 11 mars 1935 à White Plains, le procès d'Albert Fish s'ouvre. Même ses audiences vont défrayer la chronique. Déjà l'accusé semble absent, comme si tout ça ne le concernait pas. Puis le procureur, qui veut choquer les jurés, va faire amener les ossements de graisse au tribunal et sortir son crâne devant les jurés, ce qui paraît complètement impensable. L'un de ses fils témoignera de ce qu'il a vécu avec son père. Il dira l'avoir vu se flageller et racontera l'histoire des aiguilles enfoncées dans son corps. Alors bien sûr, tout le procès tourne autour de la folie d'Albert Fish. C'est sa seule et unique chance pour lui d'échapper à la peine de mort. Et son avocat le sait. Les psychiatres défilent donc à la barre et la plupart affirmant qu'il était capable de discerner ce qu'il fait, qu'il est capable de reconnaître le bien du mal et qu'il est adapté socialement. D'autres diront qu'il est non responsable de ses actes, que son processus mental est anormal, presque infantile, qu'il souffre de délire paranoïaque, que sa conception du bien et du mal n'existe pas. Et on va même aller jusqu'à décortiquer son arbre généalogique et l'on va trouver que sur 2 générations, 7 membres de sa famille ont eu des troubles mentaux, comme sa mère ou son oncle. C'est seulement après 4 heures de délibération que le jury rend son verdict, coupable de tous les chefs d'accusation sans circonstances atténuantes. Il sera électrocuté jusqu'à ce que mort s'ensuive. Fish va jusqu'à remercier le juge pour ce plaisir suprême qu'il n'avait pas encore essayé. Et le 16 janvier 1936, Albert Fish meurt électrocuté à la prison de Sing Sing après 2 décharges électriques. La légende dit qu'il a réussi à faire court-circuiter la chaise à cause des aiguilles qui s'est infligées partout dans le corps quand il en ressentait le besoin. Et presque un siècle plus tard, la perversion et la barbarie de cet homme font toujours aussi froid dans le dos. C'est la fin de l'histoire d'Albert Fish qui est un gros poisson dans les histoires de tueurs en série, sans mauvais jeu de mots, mais c'est pourquoi ça me tenait à cœur de faire ce sujet dans les premiers True Crime. J'espère alors que vous avez apprécié ce format long, très long, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce monsieur. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros like et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos de ce genre. Moi je vous dis à bientôt pour votre dose de frissons. Salut!